Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est Astro qui présente parce que j'ai décidé que ça serait moi. Et aujourd'hui, on va faire un épisode où on va un peu plus, parler de nous, en tout cas de nos goûts, parce qu'on a déjà fait plusieurs critiques de films, etc. On recommande beaucoup aussi souvent à la fin des épisodes. Et on s'est dit que ça serait intéressant de un peu parler de ce qu'on aime et de ce qui nous a formé, en tout cas ce qui nous a marqué. Donc, je pense qu'on va faire une série de podcasts qui va être ces œuvres qui nous ont marqué, plusieurs épisodes par-ci par-là. Et le premier, on a décidé de le faire sur la lecture, donc ces livres qui nous ont marqué. Donc, en gros, on va un peu présenter trois livres qu'on a aimés. J'ai écrit aucun livre. Déjà, j'ai lu 2 livres dans ma vie. Le troisième, je l'ai inventé. Pourquoi ça nous a marqué, etc. Et voilà, ça va être une discussion autour de ce qu'on aime. Et je trouve ça intéressant que vous appreniez un peu plus ce qui nous a formés, parce que souvent, ça peut se retrouver dans nos argumentaires. Donc c'est ça, mais avant ça, je pense qu'on va partir et on va présenter nos bières. Donc Pidou, est-ce que tu veux présenter ta bière ? Ouais, alors c'est d'une brasserie artisanale qu'on avait déjà présentée dans d'autres podcasts, qui est Lagabière. Mais celle-là, c'est la série spéciale pour leur 10e anniversaire. Donc il y a plein de mots différents, donc je ne sais pas lequel est le nom, mais je pense que c'est From There to Isit. C'est une DDH IPA, et alors c'est assez drôle. Je me permets juste parce qu'ils ont fait un franglais qui est magnifique pour décrire la bière, où ils disent, alors je vais pas tout vous lire, mais une petite partie, c'est drôle. Once upon une fois, there was une brasserie du New Brunswick qui faisait de la super good beer. On a donc decided to brew une collaboration avec them just for the plaisir. A couple of années de ça, les gars sont descendus jusqu'over there dans leur car et on a spent the day ensemble. Bref, ça s'appelle du chiac et c'est les Acadiens parlent comme ça. Certains Acadiens parlent comme ça. C'est vrai? Ouais, ça s'appelle du chiac, c'est pour ça. Bon, écoute, fait comme ça. C'est quand même vraiment drôle. Donc voilà, sinon au niveau des houblons, c'est Citra, Motueka et Simcoe. Comment? Moto. Bah non, là c'est marqué Motueka. Ok, c'était une référence, mais il a pas pris et ça fait la référence. Oui. Et donc DDH IPA, donc on va voir si c'est mangué. Il y a plus de chance sur celle-là. De ton côté, Radi? Moi, je ne bois pas aujourd'hui. Je vais boire de l'eau parce que je m'en vais après ce podcast et je veux pas faire d'accident sur la route. Tu conduis, oui. Ouais, très bien, une activité responsable. En bien. plein. En tout cas, je sais pas vous, mais en novembre, moi, ça va être dry. Donc, Dry November. Donc, ah bon? Ah ben, ouais. Pas moi. D'accord. Voilà. On pourra faire un épisode débat. Maintenant, bière sans alcool. Ah oui, c'est vrai. En plus, j'en présente souvent. Mais oui. sauf là. C'est vrai. Très bien. Parfait. Et de ton côté? Moi, je vais boire de la brasserie LTM. C'est une brasserie québécoise. Ça s'appelle la Maybox. C'est une lager. C'est une blonde. Donc, voilà. J'avais déjà présenté cette microbrasserie. Là, les mâles, c'est Pilsner, Pale et Munich. Et les houblons, si jamais vous êtes très chaud avec ça, c'est Northern Brewer. Je suis français, j'arrive pas à dire ce mot. Monthood et Alerto. C'est terrible pour les gens qui nous écoutent. C'est affreux. Je suis désolé. Ça va bien avec la volaille, la saucisse et le fromage de chèvre. Fantastique, c'est exactement ce que tu manges en ce moment. Ouais, je mange que mon seum. Alors, est-ce qu'on se l'ouvre tous les deux? Oui, on peut l'ouvrir. Oui. Allez, petit moment SMR, on va demander le silence chez Radi. Bah, c'était beau. Attends, il y a le deuxième moment maintenant. On n'entend pas grand-chose chez moi, pour être très honnête. C'est juste Astro qui est en train de rire pour aucune raison, parce que genre c'est silence. Comme un enfant de 3 ans, c'est silence, donc c'est drôle. Santé. La santé bonheur. Juste à toi et moi, parce que oui. Là, ils conduisent, lol. Tu sais que moi, quand je bois, je conduis mieux. Oh. C'est le pire message. C'était une faux. blague. Tous les disclaimers possibles. Les enfants ne faites jamais ça. Je me dissocie totalement de Astro en ce moment. Moi aussi. Voilà. Non, mais c'était une blague. Et c'est lui qui présente le podcast. De toute façon, je suis le seul à pas avoir le permis autour de cette table, donc c'est sûr que je vais pas conduire. Ça en est où, ça? Alors, il avait pas commencé il y a 1 an, lui. Pour les livres, moi, je pense qu'on présente un par un. Ouais. J'avais pas de plan sur comment on va présente. falloir qu'on se time, les gars, parce oui, que on va se timer. Ça peut durer 2 heures. Hein. C'est juste présenter le livre, pourquoi on a aimé. Si vous avez 2-3 questions par rapport à ça, y aller, tu vois. Et voilà. Donc, la bière a l'air excellente, soit dit en passant, la Lagabière. Là. Super. Sentir? Tu vas sentir, ça va te faire du bien. Ça, c'est classe, ça. Ouais, ça, c'était un beau moment. Ouais. Donc, qui commence? Moi, je pense que c'est Radi qui va commencer.
parce que Radi s'est extrêmement pris la tête. On avait l'impression que je lui demandais ces 3 livres pour une île déserte. J'aimerais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui s'est passé. Vas-y. Mais je suis vraiment content de faire ça parce que le but, comme Astro a dit, c'est les livres qui nous ont marqués. Et au début, il avait dit 5. Donc j'étais super content. J'avais fait 5 bons livres. Et j'avais réussi à trouver un académique, des livres de mon enfance et tout ça. Et après ça, il a fait non, on va à 3. J'ai fait merde. Donc là, je me suis dit, le temps, c'est trop long. Je sais que c'est trop long. Donc, moi, je pensais qu'on allait faire une partie 2, mais il n'y aura pas de partie 2, tout le monde. C'est déjà dit. Désolé, les gens. Si vous aimez ça, dites-le en commentaire. On veut une partie 2 parce que Astro et Pidou ne veulent pas. Moi, je veux. Donc, j'avais vraiment fait le début de ma vie. Donc, vraiment, 2 livres jeunesse et une bande dessinée. Mais je me suis fait shutdown, donc j'ai été obligé de remplacer un de mes livres. Tu as été censuré, c'est ça que tu es en train de dire? Il n'y aura pas de livre académique, malheureusement, parce que ça l'a pas. Faut falloir faire une partie 2 pour que je parle de livres académiques, parce que ça l'a pas. J'ai pas de livre académique qui a eu autant d'impact que les livres que je vais présenter en ce moment. Donc, je vais commencer par mon premier livre, le Jeunesse, qui est ma première. C'est une série de livres, c'est 12 tomes. Ça s'appelle Amos d'Aragon. Ça a été écrit par Brian Perrault. Je savais pas que tu allais dire ça, mais comme tu es québécois, ça ne m'étonne absolument pas que tu aies dit ça. Il faut en parler parce que c'est la porte d'entrée vers tout ce qui est fantastique pour moi. Dans le sens que pourquoi, quand j'étais à l'école primaire, je me battais dans les bois avec des branches, puis je me prenais pour un magicien ou un guerrier, c'est parce que c'est à cause d'Amos d'Aragon. Et c'est vraiment ça n'a pas changé, quête. T'as fait ça avant de venir. C'est vrai. La quête classique d'un héros. Donc, un héros qui part d'un milieu assez modeste, qui trouve. C'est avec les éléments, donc c'est très cool. C'est des masques qui s'intègrent au visage du personnage, donc qui disparaissent après ça. Et tu as besoin de 4 pierres par masque pour être capable de maîtriser l'élément. Donc, les 4 éléments. Donc, l'eau, la terre, le feu et l'air. C'est Avatar, ça, pour l'instant. Et, pardon? C'est Avatar. Non, c'est pas Avatar. De 1, ça a été écrit avant. De 1, ça a été écrit avant. Non, j'ai dit t'es un bâtard. Ok, je suis un bâtard. Donc, ça a été écrit avant Avatar, donc déjà. Et c'est relié avec énormément de mythologie. Donc, il y a des gorgones, il y a des shapeshifters, donc des gens qui deviennent des genres de loups-garous, mais pas des gens qui peuvent se transformer en loups, mais sur commande, pas avec la pleine lune. Et il y a beaucoup de mythologie. On a la tour de Babel, il va en enfer. Faut savoir que Pidou est en train de bailler sa vie là, il trouve ça très intéressant. C'est aucunement lié. Et c'est vraiment cool parce que c'est vraiment une vraie quête de héros. Chaque élément et chaque livre, avec la pause quand il meurt, il s'en va dans les enfers et il revient après ça à la vie, continue. À la fin, il y a un masque pour que tous les éléments puissent bien s'imbriquer ensemble. Et à la fin, il faut détruire les dieux. Boum! Les dieux? Les dieux. Quels dieux? Les dieux. Parce qu'il y a des dieux qui régissent ce monde-là. Okay. Et chaque porteur de masque de chaque continent se rassemble pour détruire les dieux. Ça fait très antiquité un peu comme. Oui, mais c'est ça. C'est une quête quasiment d'un héros grec. Ouais. Et ça m'a vraiment ouvert la porte vers le fantastique. Avec sa mère dedans? Non. Ah, c'est pas très grec alors. Et moi j'ai vraiment aimé et ça m'a suivi tout mon primaire. Tu les as tous lus? Je les ai tous lus à leur date de sortie quand j'étais au primaire et jusqu'à, je pense, secondaire 1 ou 2. Et ça l'a vraiment terminé pour moi les livres jeunesse pour mon enfance. Puis des fois j'étais dans la cour de récréation, je décidais de pas aller jouer avec mes amis. J'étais sur le bord du mur de briques du mur de Berlin de l'école et je lisais mon livre parce que je voulais absolument finir le tome et tout. Donc voilà. Donc mon premier livre, Amos d'Aragon de Brian Perrault. Donc si vous avez un enfant ou vous aimez la littérature jeunesse, parce que c'est quand même ouvert aussi. Ma mère les a lus en même temps que moi et elle a toujours adoré. Tu crois que ta mère les a lus parce qu'elle s'est intéressée ou parce qu'elle voulait? Parce que toi aussi, je sais pas si tu peux le dire, tu me diras si je l'enlève, t'es le premier enfant de ta famille. Ouais. Donc tu crois qu'elle les a lus pour genre essayer de créer un lien avec toi parce que ça te passionnait, etc. Oui, sûrement aussi, et pour me faire aimer la lecture, parce que c'est ma mère qui lit beaucoup chez moi. Mais oui, aussi, mais pour en avoir reparlé souvent avec elle m'a toujours dit que ça a toujours été des livres qui ont... Elle se surprenait des fois à lire en faisant oh, ben quand même, c'est quand même bon. Donc, ça veut dire la littérature jeunesse, ce n'est pas tout le temps que pour les jeunes. Et j'invite tout le monde qui veut se lancer dans le fantastique à lire cette série-là qui est québécoise à 100%. C'est fini aujourd'hui? Oui, c'est 12 tomes. Le dernier tome est sorti peut-être en 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Et il y a eu des adaptations autres? Il y a eu un Grandeur Nature qui a été fait. Et il y avait un film qui était en production, mais ça n'a jamais passé. Grandeur Nature? Oui, les gens qui se déguisent en personnages fantastiques, qui vont se battre dans le bois avec des épées en mousse. Mais il y en avait un d'Amos d'Aragon. Et ça a super bien marché. C'était en Estrie. C'était super pour eux. Donc voilà. C'est très très populaire au Québec parce que moi, on m'en a déjà parlé.
Et c'est pas toi qui en as parlé. Oui, c'est comme ça, et le truc de la meuf avec son journal intime là. Aurélie Laflamme. Ouais, voilà, Aurélie Laflamme, ça, ouais, mais ça, non, mais ça, c'est deux livres qui sont très connus jeunesse, je trouve, au Québec. 2 séries de livres, parce que Aurélie Laflamme, c'est 7-8 romans, plus des films, parce qu'il y a eu tous les films. Bah oui. Ouais. Oui. Et toi, Pitou, est-ce que tu as un livre dans cette vibe-là ou pas? Parce qu'on ne sait pas justement, on découvre chacun ce que l'autre a préparé, parce qu'il y avait ça aussi. Donc, je connais pas du tout les catégories, donc je t'inviterai plus à présenter un truc que tu as plus lu jeunesse, etc., pour qu'on reste dans cette vibe-là. Si t'as pas... Je peux y aller moi, mais c'est juste voilà. Mon cas est assez particulier parce que tu sais pas lire. Exact. Yes. Non, parce qu'en fait j'ai appris à lire hors de l'école. En fait c'est ma maman qui, tu sais, le soir les fameuses stories là, les histoires, les histoires avant le coucher. Ouais. Ah oui. En fait très 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 jeune, ma mère m'a pas forcé, mais m'a amené en fait à lire moi-même les histoires en question. Et par exemple, je lisais une page, elle lisait 2 pages ou des choses comme ça, et ça m'a permis très rapidement de savoir lire, mais sur des livres adultes, en fait, pour avoir un vocabulaire et une orthographe qui déjà était assez, voilà, c'était très dur. Je me rappelle, j'avais vraiment du mal. Puis très jeune, ma mère m'a amené à avoir une bonne prononciation à l'oral, savoir qu'un point c'est la fin de la phrase, ce n'est pas une virgule, ce n'est pas un temps mort, c'est un point. Et donc de savoir lire à l'oral. Je devais pas lire dans ma tête, mais lire à voix haute. Et ça m'a permis d'avoir rapidement un bon niveau, mais ça a été dur. Et j'ai un peu passé tous ces livres jeunesse très rapidement. C'est-à-dire que le livre en question dont je me souviens, le premier où j'ai pu lire de manière fluide, c'était Voyage au centre de la Terre. De Jules Verne. De Jules Verne, ouais. exact. J'aurais dû parler de Jules Verne. Dans ma partie 2, j'aurais parlé de Jules Verne. Putain. Voilà. Et tous les Jules Verne, je me rappelle, ma mère avait des éditions. Ma mère qui est-ce qu'elle avait les grandes éditions rouges, les grandes éditions avec les pages je crois, oui. Les pages dessinées. Oui. Oh putain, ça c'est. Il me semble. Et sur la couverture, il y avait une sorte de un peu relief, un peu, ouais. Oui. Moi, c'était des très beaux bouquins. J'avais le Tour du monde en 80 jours comme ça, moi. Ouais. Lui aussi, du coup, très beau, oui. Lui, après, j'ai été amené à le relire dans le cadre scolaire, puis j'étais en mode, c'est tellement plus aussi intéressant que quand j'étais petit, etc. Et donc, moi, ça a été ça vraiment. En fait, c'était comme ça que j'ai été amené vers la lecture, vers des grands ouvrages comme ça qui m'ont qui m'ont explosé les limites que tu peux avoir de l'imagination. C'était te dire, waouh, il y a des gens qui sont tellement plus grands que toi, mais qui ont une imagination qui est comme toi enfant. Donc ça veut dire que tu peux garder ton imagination à fond et continuer là-dedans. Et ça m'a vraiment poussé parce qu'après, quand je suis parti vers les livres jeunesse qui étaient plus La Cabane Magique ou des choses comme ça, qui étaient des très bons trucs, qui te revisitent un petit peu des périodes de l'histoire, qui te revisitent c'était une cabane qui remontait dans le temps. Et du coup, ils allaient à l'époque des pharaons, à l'époque de la table ronde, à l'époque de ceci, de cela. C'est Doctor Who, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est bien pour vrai, c'est super beau ce sujet. Mais ça me dit quelque chose. Attends, La Cabane Magique. Cabane Magique, après, ils l'ont réédité. Alors maintenant, c'est plus les mêmes bouquins. Oui, parce que ça devait être problématique à l'époque. Non, ça va. Bah, je me souviens de rien qui était moyen, mais ça me permettait en fait. Mais oui, mais je les ai lus. Tu te rappelles de ça? Mais oui, mais de fou. Oui, La Cabane Magique, l'attaque des Vikings. Ouais. Oh, mais lui, je l'ai lu. C'était 2 enfants qui, du coup, après que la fée Morgane les ait mis dans la cabane. Oh, mais alors lui, la vallée des dinosaures. Voilà. Mais alors lui, mec, alors t'as fait pas un choc mental, mais genre un peu. J'ai eu un flashback, mec. La vallée des dinosaures. Je l'ai lu, mais je l'ai relu de long en large et en travers. J'ai déjà vu ça. Je l'avais. À la bibliothèque du primaire, elle était là. La panique à Pompéi. Mais mec. La panique à Pompéi, l'un des meilleurs. Oui. Oh, j'espère qu'il y a des auditeurs aussi qui ont ça, mais mec, c'est fou. Ouais. Et ça, c'était vraiment comme. C'est un peu le bonbon, si tu veux, parce que tous les livres, du coup, comme Jules Verne, étaient très. Très bien. C'était des Jules Verne pour enfants, ça, pour nous. Enfin, voilà, ça, c'était la version enfant. Ouais. Et c'est génial parce que ça va dans la continuité de. Bon, bah, je lisais les trucs sérieux avec ma maman et en perso, je lisais du coup ces trucs-là. Et c'est génial parce que c'est ce que tu peux apporter un petit peu. Je rejoins ton point de ton premier livre d'à quel point ton imagination peut être ouverte grâce à ces livres-là et tu te mets pas des contraintes qui sont de toute façon à l'école quand on va te demander d'écrire des petites rédactions, on va dire non, t'arrêtes avec ton imagination. Et je vois mon petit frère qui lui lisait alors plus des versions vous savez, les jeux vidéo genre Halo ou des choses comme ça ont leur propre univers à côté en livre, Star Wars aussi beaucoup, etc., d'univers étendu. Et lui, il a préféré lire ces livres-là. Et ça s'impactait du coup à l'école quand il faisait des rédactions. Bah, il écrivait des petites suites
en fait, qui pensaient de ces trucs-là. Les profs étaient perdus, puis ils aimaient pas ça. Mais lui, au moins, il avait cet Qu'est-ce qu'on s'en fout entretien. des professeurs, qu'est-ce qu'ils lisent des choses, genre, qu'est-ce qu'ils s'en foutent, genre, l'enfant est en train de faire quelque chose d'incroyable, là, donc... Ouais, en France, c'est pas très bien promu l'épanouissement personnel. C'est pas un bon point à avoir sur son bulletin scolaire. Cool. Donc oui, éventuellement, je sais pas si j'ai trop ou pas assez parlé sur mes préférences. Ce serait la cabane magique que tu mettrais. Ça serait Jules Verne. Jules Verne, comme vraiment truc qui m'a éveillé, ouais. Qui m'a permis. La plupart, je les ai pas lus depuis, hein, donc vraiment, c'est comme un espèce de truc d'enfant là. Mais après, la cabane magique, c'est ce qui m'a accompagné sur la durée. Il y en a beaucoup, hein, Il y en a vraiment beaucoup, ouais. de livres, et il revisite différentes périodes de l'histoire. Et puis, c'est ça qui m'a amené vers l'égyptologie en fait. Quand j'étais enfant, j'étais à fond sur l'égyptologie. Je connaissais tout le panthéon égyptien, je connaissais tous les trucs, tous les documentaires, je les bouffais. C'est ce qui m'a amené vers la paléontologie aussi, notamment grâce à la vallée des dinosaures, des choses comme ça. Donc voilà, c'était un petit peu comme une plateforme. Puis après, on dit, regarde, tiens, t'as Merlin, regarde ce que c'est que Merlin, etc. Donc voilà, ça, et puis je recommanderais ça. Enfin, c'est sûr que quand j'aurai un gamin, je l'amènerai vers ce genre de livre parce que Lucky Luke, Boule Bill et tout, c'était vraiment sympa. Mais la cabane magique, ça te. Calme-toi. Ça vient te chercher, quoi. De ton côté, Astro? Moi, dans les livres, moi j'ai lu, j'ai lu La Cabane Magique, du coup, j'ai aussi lu Les Chairs de Boule, etc. Mais je trouve que dans les œuvres qui m'ont marqué, ça sera sans surprise pour vous autour de la table, mais c'est vraiment Harry Potter. Hein. Ah ben Moi, c'était en fait, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu de mon plein gré déjà. Genre, où c'est pas, tiens, lis ça, ou c'est pas un truc comme ça, c'est genre vraiment le premier livre. Et c'est surtout le premier livre avec lequel je me suis identifié vraiment beaucoup au héros. Genre, je trouve que j'étais vraiment... Tu viens de te chier dessus là ou t'as eu un message? J'ai eu un message. Ok, je sais pas. Parce que vraiment, la vibration, on savait pas ce que c'est. Fidou, t'es en train de vomir son café, on veut plus. Fidou, reste avec nous, s'il te plaît. Moi, je parle de mon enfance, des trucs qui vont toucher. Moi, je me chie dessus. Ok, je l'ai mis sur mute, mon sac. Il y avait un beau moment. On était beau et là. Ouais, on parlait de notre enfance. Moi, j'ai rien fait en plus. T'as tout cassé, Astro. Pas de problème. Donc, moi, c'est vraiment un livre dans lequel je me suis vraiment identifié. Et surtout, c'est le premier livre que j'ai lu 2 fois. Genre, je l'ai fini, je l'ai relu. Et je trouvais ça vraiment très très bon. Et c'est encore une œuvre qui m'a marqué aujourd'hui. C'est encore un truc dont je suis très fan. C'est encore un livre que je lis aujourd'hui. Et je le lis pas régulièrement, mais je le lis de temps en temps. Et c'est très drôle parce que ma copine est en train de les lire pour la première fois. Tu sais, elle avait vu les films et tout, mais elle est en train de les lire pour la première fois. Et ça la prend presque autant que moi, tu vois. Et c'est surtout, comme c'est une saga, je me souviens d'avoir attendu les tomes d'après. Et je me souviens avoir fait ce truc nul avec ma sœur, c'est que nos parents, ils voulaient pas nous acheter, et à très juste titre, 2 livres. Ils voulaient pas nous acheter 2 fois le 5, par exemple. Ah bah oui, non, c'est un peu débile. Non, voilà, donc il fallait se décider qui le lit en premier, et comment ça se passait, etc. Donc, il y a aussi ça, puis après, il y a eu les films, et je sais pas, moi, Harry Potter, je trouve que même au niveau de l'histoire, de tout, c'est assez classique. Il y a du world building aussi, dans le sens qu'on a un univers des sorciers qui sort de nulle part d'un coup, comme ça. Elle a créé tout ça. Non, puis genre, il n'y avait jamais eu cette grosseur de monde-là pour les sorciers. Non, mais et c'est marrant parce qu'on a tous les trois le même truc, c'est que les livres qui nous ont plu jeunes, c'était des livres où c'était comme nous, mais en un peu mieux. C'est genre, Harry, c'est un gamin de 11 ans, un jour on vient lui toquer à la porte, on lui dit t'es un sorcier. Toi, c'est Jules Verne ou plus La Cabane Magique, genre ça va être ils vont tomber sur un truc qui vont les faire après voyager. C'est ça. Toi, il tombe, je sais pas s'il tombe sur son masque, mais ouais, à la base, c'est un garçon lambda. C'est ça, il s'en va se promener sur le bord d'un lac, il y a une sirène, parce que il y a toutes des créatures magiques qui lui dit viens. Mais c'est du jour au lendemain, tu sais, il se balade. Exactement, et du jour au lendemain, il devient un héros. Elle lui donne le masque, boum, il devient porteur de masque, ça fit avec lui, boum, sa carrière, sa destinée est lancée pour lui. Tu sais. Et je pense que ça nous a marqué aussi sur la construction des héros, des trucs comme ça aussi, de ce qu'on a. Mais je trouve que pour moi, Harry Potter, puis c'est beaucoup. Tu sais, moi, j'étais tellement fier d'avoir lu le 5e, parce qu'il y a genre 1000 pages. Et c'était le premier livre où j'avais lu 1000 pages. Hein. Genre, j'étais en mode, waouh, je suis trop intelligent et tout. Puis je sais pas, ça t'ouvre à la lecture, etc. Et en plus, t'as la continuité avec les films et tout. Et je trouve que, pareil, au niveau des adaptations, moi, ça m'a appris, par exemple, qu'en vrai, Harry Potter, c'est une adaptation. Genre, c'est pas pareil que le livre. Le film n'est pas comme le film et le livre n'est pas comme le film. Genre, c'est 2 œuvres qui sont un peu distinctes mais qui se rejoignent. Et je trouve que c'était vraiment un premier pas sur la lecture qui a été vraiment très bon. Et surtout que d'avoir attendu le dénouement du 7,
Pour moi, c'était genre, je trouve que c'est, tu sais, moi, j'ai pas, c'est pour ça que ça me dérange pas d'attendre, je pense, aujourd'hui. Dans les séries, les trucs et tout, moi, ça me dérange pas parce que Harry Potter, j'ai dû attendre le 5, le 6 et le 7. Et quand tu lis le 6, bon, spoiler alert, vous avez qu'à le lire, que Dumbledore il meurt et que t'es en mode, ok, genre. Bah, c'est fini un peu, on dirait. Ouais, c'est ça, t'as laissé très peu de temps entre le spoiler alert et le. Non, mais c'est Star Wars 5. Tout va mal. Tout va mal. Oui, Ouais, débrouillez-vous. Le 6, c'est Mais la tu sais, fin. c'est assez classique, mais c'est ça. Et puis surtout, Harry Potter avait cette supériorité par rapport à toutes les œuvres, c'est que moi, je grandissais en même temps que lui quasiment. Genre, je crois que le premier, je l'ai lu, j'avais 10 ans, je crois. Puis après, le temps que j'ai lu, je l'avais rattrapé. Et donc après, on avait quasiment le même âge, quoi. Il avait peut-être 16 ans, j'en avais 15, tu vois. Genre, t'avais l'impression de vivre en parallèle ce truc-là. Et je trouve que encore aujourd'hui, malgré qu'on soit une génération très visuelle, genre des films, des séries, les téléphones, les ordinateurs et tout, le livre reste supérieur dans l'histoire d'Harry Potter. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à adapter. C'est pour ça que je suis très curieux de la série. Ah, mais... Puis ça, on fera sûrement un épisode sur la série où j'en ferai un tout seul, où je parlerai tout seul, c'est pas grave. Mais quand ils finissent, ils adapteront la série. Mais genre, je suis à 1000% d'accord avec toi sur les films. Je me permets juste 2 secondes. Oh, moi, j'ai lu tous les livres. Ma maman me forçait à lire le livre avant de voir le film. Putain, ouais. Mais tu sais que moi, je m'interdis par exemple de revoir certains films parce que je veux lire les livres. Genre Ouais, Angers Démon, Je comprends. c'est un film que j'aime beaucoup. C'est dans la Da Vinci Code, etc. Dan Brown. De Dan Brown, c'est ça. Et je veux relire le livre avant de regarder le film. Mais moi, Parce ça que m'a je sais que permis je le lirai pas sinon. ça m'a permis déjà de kiffer un peu plus le film parce que je l'attendais plus, Ouais. parce que tu tapes Oui. tout le bouquin avant. Mais en plus, tu le vois pas du même œil. Et bon, c'est un peu bateau de dire que le film est moins bon que le livre. Mais tu vois juste 2 versions très différentes. Et après, bah, finalement, une fois que tu as vu Harry en tant qu'acteur joué par bébé Radcliffe, Tu l'as dans ta tête comme bah, ça. tu l'as aussi. dans ta tête. Donc quand Harry parle dans le film, tu as la voix de Radcliffe. Mais ça aussi, pareil, comment tu te construis les personnages, les images, les gens comme ça et tout. Moi, Harry, sans rire, c'était moi. Dans ma tête, c'était moi avec des lunettes. Parce que j'avais pas de lunettes plus jeune. Ah ouais, à ce point-là. Et dans ma tête, je me disais, ah, c'est moi avec des cheveux noirs et avec des lunettes, quoi. Tu vois, bon, après, quand j'ai eu Et Daniel plus Radcliffe, BG je aussi, suis en mais bon, mode, ça, c'est moi, oui. autre chose. Ok, toi, t'es plus BG que Oui. Harry. Ok, c'est bon. Non, mais c'est ça aussi. Et je trouve que c'est. Voilà. Et je trouve qu'en lecture jeunesse ou fantastique, il n'y a rien qui est arrivé à la cheville, moi, je trouve. Et pourtant, j'ai pas beaucoup lu non plus, mais je trouve qu'en univers, ça m'a tellement marqué que. Ouais. Et je pense que je juge pas mal les héros sur ces trucs-là, etc. Cool. Donc je sais pas, Radit, ton bas les couilles, mais ton cool, on dirait vraiment que t'as. Cool. Non, mais cool. c'est vrai qu'on est une génération visuelle, puis je vais commencer sur mon Tu peux deuxième enchaîner sur le deuxième livre, c'est mon ça. deuxième J'essaie de te livre donner après une ça. transition, mais. On est une génération visuelle, mais on est quand même tous là en train de faire un podcast où est-ce qu'il n'y a aucun support visuel la plupart du temps et qu'on est capable de nous-mêmes avoir une conversation pendant 3 heures. On n'est pas sur nos téléphones, on n'est pas en train de faire des trucs, on s'écoute parler, puis on... Bah, on toi, a discute de priori, trucs. non. Ben oui, sauf que je reçois une notification sur mon téléphone, c'est terminé. Non, parce qu'on parle de trucs qui ont lieu Ah ouais. dans les podcasts et j'oublie. tu t'oublies Mais j'oublie, oui, mais ça se peut ça aussi. ou t'écoutes pas. Je n'écoute pas, mais j'écoute. Donc, mon deuxième livre, et Pidou va être super content parce que je vais continuer sur l'univers fantastique. Et de là que Astro disait il n'y a pas de meilleur univers building qu'Harry Potter. Et ben là, on va arriver au grand-père Je sais de ce que toutes je peux le dire ou pas? Ouais, tu peux le dire. Est-ce que c'est le Seigneur des Anneaux? Mais oui, la Ah, trilogie ouais, de Seigneur des Anneaux, parce que la trilogie de Seigneur des Anneaux, c'est un livre déjà. Bon, donc Pidou est déjà sur son téléphone. Donc, On sur TikTok, on t'entend rien autre chose. pour moi ce livre-là va plus être par rapport à mon adolescence parce que je n'en peux plus Moi, j'essaie de m'ouvrir à vous. C'est l'épisode où on s'ouvre aux gens avec nos livres. Pidou, bye. Super. C'est ça. Donc, Après, t'as chié quand je parlais de mon enfance. Donc bon... J'ai pas chié, c'était mon téléphone. Oui. Ça va être aux auditeurs de savoir. Oui. Dites-nous en commentaire, est-ce que j'ai chié ou c'était mon téléphone qui a vibré? S'il vous plaît. Donc, Le Seigneur des Anneaux, c'est pour moi, c'est dans mon adolescence, fin du secondaire, donc secondaire 4, 5, donc j'ai 15, 16, 17, on va dire. Je me suis dit, bon, je crois que je suis assez vieux pour pouvoir me claquer Le Seigneur des Anneaux en lecture. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais je savais que par ma mère qui l'avait lu déjà, avant que les films sortent, elle m'avait dit c'est très différent les livres que les films, donc ça ne sera pas le même univers. Et ben, j'ai été obligé de me forcer beaucoup. Le premier livre est très difficile. Jusqu'à la moitié du livre, il ne se passe rien. C'est de la description, il marche, il voit des trucs. Il explique des... Tolkien a une mauvaise habitude et si tu veux rentrer dans son univers, tu dois absolument...
prendre des affaires pour acquis, dans le sens qu'il t'explique des choses comme si tu connais déjà toute la mythologie. Donc, il va dire, donc, comme vous savez, en 1400 du troisième ère, il s'est passé telle chose. On fait, oui. Donc, il faut que tu acceptes l'information et que tu l'absorbes. Et en ayant vu les films avant, je crois que ça a été facile pour moi, donc à 15 ans, de pouvoir commencer le premier livre. Je pense que ça m'a pris 1 an et demi, je pense, lire les 3, dans le sens que c'était pas tout le temps, et vu qu'il n'y avait pas de découverte, dans le sens que je sais qu'est-ce qui se passe à la fin, mais je les ai quand même lus, et ça l'a vraiment explosé mon univers du fantastique, dans le sens que Amos d'Aragon était très bien, c'était vraiment une quête classique, et c'est un livre pour enfants. Ça, c'est un livre pour adultes, on s'entend. Le Hobbit est un livre pour enfants, mais la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est des livres pour adultes de fantastique, et le world building est complètement fou. Donc, quand on parle des orques, c'est Tolkien qui a inventé ce mot-là, ça n'existait pas avant un orc. Donc, lui, il a créé ça dans les années 30, et maintenant, il y en a partout, tout le monde en parle tout le temps, et ben, ça m'a vraiment montré que on pouvait écrire des choses incroyables si on s'y mettait, et après ça m'a ouvert les portes de, ok, le fantastique, c'est pas juste pour les enfants, c'est pour les adultes, et il y a quelque chose à faire là-dedans, dans le sens que après, j'ai su que Tolkien avait écrit sans arrêt toute sa vie, et j'ai pu après ça lire et commencer à regarder des vidéos aussi sur YouTube sur la mythologie de Tolkien, parce que c'est une mythologie complète, là. Il a écrit, il a, à partir de 1930 jusqu'à temps qu'il meurt, il a écrit toute sa vie, sa mythologie, avec quelques petites erreurs, mais quasiment autant que la Bible. Dans le sens que, ou un texte, ou n'importe quel texte religieux. Je suis en train de faire... je me suis étouffé sur la Bible. Sur la Bible, voilà. Le Seigneur des Anneaux. Donc, Seigneur des Anneaux, je recommande à tout le monde. Et peut-être même Pidou, qui n'est pas capable d'écouter les films, pourrait lire les livres. Alors déjà que les films, je les trouve longs. Là, le livre, j'ai peur. Hein. Non, mais je pense que tu aimerais bien. Je pense que tu aimerais vraiment bien pour vrai. Ça peut vraiment être quelque chose qui viendrait te rejoindre, parce que surtout en mettant un personnage comme Aragorn qui est la ligne directrice qu'il y a dans les livres, elle est beaucoup plus quête du héros. On monte doucement vers le héros. Non. À partir du 1, Aragorn, c'est le roi. Il reforge l'épée directement déjà à fond comble. Il part avec son épée. Il dit, moi, je m'en vais prendre le trône du Gondor. Je suis le roi. Il se fait convaincre par les elfes là-bas et le reste du monde. Il dit, on détruit l'anneau et moi, je deviens le roi du Gondor. Boum. Donc, il y a vraiment... les personnages sont beaucoup plus... ils ont moins de cette facette-là de la quête, un cheminement. Il y a un cheminement personnel, mais il est moins là, dans le sens que c'est vraiment... On est en guerre, dans le sens que tu te développes en tant que guerre. Non, t'es la personne que t'es, tu vas changer avec la guerre, mais ton but reste quand même le même. Donc, les buts des gens sont déjà connus au début du livre, et tu les vois progresser, c'est super. Donc, je recommande à tout le monde Le Seigneur des Anneaux, mais c'est quand même un peu difficile à lire, parce que il y a énormément de termes techniques. Tu les as lus en anglais ou en français? J'ai lu en français. En français, ça a été assez facile, parce que quand j'étais au secondaire, je les écoutais en français. Maintenant, je les écoute en anglais, mais avant, j'écoutais en français. Donc, tout ce qui est Foncombe à place de Rivendell, je pense que ça aurait été quelque chose de difficile pour moi au secondaire, n'étant pas bilingue à 100%, de devoir savoir, d'entendre des noms qui sont pas les mêmes en français. Parce qu'il y a des noms qui ont été traduits. Donc voilà. Toi, le Seigneur des Anneaux, ta passion dans la vie? Oui, clairement, ma passion dans la vie, l'univers que je connais le mieux. Non, bah moi, je sors un petit peu de la fantasy, là, et puis pour retracer un petit peu, en fait, comment j'en suis arrivé à ce livre-là, c'est qu'en 2000... elle est pas bonne, ma bière. Hein. Elle est pas bonne, ta bière, what the fuck. En 2015, moi, elle est très bonne, hein, soit dit en passant, la Lagavulin, hein. Vraiment incroyable. Tu passes par-dessus l'ordinateur, s'il te plaît? Ouais. Merci. Tu es responsable. Arrivé en 2015, à l'été 2015, je fais dans ce qu'on appelle un jamboree chez les scouts, donc c'est-à-dire un énorme rassemblement européen pour le coup, où on était plus de 15 000 scouts réunis au même endroit, dans un champ à Strasbourg, et près d'une grande salle de spectacle, etc. Et on a été divisé en villages, en fait, parce que 15 000 personnes au même endroit, tu te rends bien compte qu'il faut de l'organisation. Surtout dans des tentes, etc. Il faut organiser des points d'eau, des points d'évacuation, etc. Et point d'évacuation qui a été essentiel quand on s'est pris une tornade qui a raflé le camp et qui... Ouais, bah en fait, quand tu mets 15 000 personnes, mais en 6 heures, tu passes de 0 personnes dans un champ à 15 000 personnes en pleine période de canicule où il fait très chaud. En fait, ce que nous ont expliqué un petit peu les météorologues après, c'est qu'on a créé un microclimat. Parce que 15 000 personnes qui font une espèce d'énorme point chaud
quand tout le reste est très chaud, on a créé une espèce de dépression atmosphérique qui fait que comme il y avait des orages qui étaient prévus, nous on a aggravé ce phénomène à notre endroit. On s'est pris une tornade qui a détruit tout le camp, mais littéralement, c'est-à-dire nos tentes étaient toutes brisées et tout, on a dû tout recoudre. Et par contre, mais même derrière le palais des enfin l'équivalent de palais des congrès, les poubelles étaient même pas renversées. C'était si localisé que le soir, quand on a fait notre veillée, on voyait tous les nuages tout autour de nous. On voyait des éclairs tout autour de nous, mais nous, on était comme dans un espèce d'œil du cyclone. On avait comme grand ciel bleu autour de nous. Et quand mes amis sont allés prendre leur douche, ils disaient vraiment, on voyait des éclairs partout. Et nous, à 3h du mat', on a été réveillés. Il faisait comme en plein jour tellement il y avait d'éclairs. Parce que c'était tornade plus éclairs et grêle. Impressionnant, mais c'était cataclysmique. Bref, on en revient un petit peu au truc. Mon village s'appelait... ouais, non mais c'est... C'était un truc de ouf. On a dû tous se réfugier dans la salle de spectacle qui pouvait tenir 5000 personnes. On était 15 000, donc t'imagines la galère. Surtout qu'on était tous à poil quasiment, étant donné que on était en train de dormir. Il était 4h du mat' quand on a évacué. Donc non, c'était pas fou. Mais mon village s'appelait le village Pierre Rabhi. Pierre Rabhi qui est un essayiste, je crois, d'origine marocaine. Et qui est très connu en France, notamment pour le livre qui est mon deuxième livre, qui est justement Vers la sobriété heureuse. Oui, c'est ça, Vers la sobriété heureuse. Et du coup, comme on était regroupés par village, il nous expliquait aussi l'intérêt. Et donc, ce gars-là, il explique... En fait, il amorce un petit peu le débat de la décroissance en France à ce moment-là. Je crois qu'on est au début des années 2010, où il dit « Moi, je veux pas qu'on arrive vers une décroissance qui va être punitive. Moi, je vais vous montrer à quel point en fait la surconsommation vous rend malheureux. Et qu'en fait, plus de sobriété individuelle, en plus d'être bonne pour l'environnement, serait bénéfique pour tout le monde. Et tout le monde aurait y gagné, et tout le monde va être beaucoup plus heureux grâce à cette sobriété. » Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a... En fait, ça, et si je peux me permettre de recommander entre guillemets deux livres en même temps, il y a le livre Demain, qui accompagne notamment le documentaire qui a été fait avec, qui interviewe énormément Pierre Rabhi dedans. C'est ce qui m'a propulsé dans le combat écologique. J'étais pas du tout dans ce combat à ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans un truc pour la paix internationale, etc., un combat que je tiens encore aujourd'hui. Mais je me suis dit... pour la guerre, anyways. Non, mais il y a être pour... Il y a ne pas être pour la guerre et être pour la paix. Dassault. De quoi? Les industries d'assaut. Voilà. Ouais, c'est vrai. Lockheed Martin. Les gens qui font les Patriots, les Patriotes. Les missiles anti-aériens. C'était juste un commentaire de fils de pute que j'ai fait. Oui, bah oui. Cool. Mais donc c'est très intéressant comme livre, les deux, parce que Demain se base énormément sur Pierre Rabhi, où on se dit un monde différent est possible, mais c'est pas juste le dire en étant bon, allez, on va serrer la ceinture et on est capable de le faire. C'est regardez, on va être beaucoup plus heureux en fait dans cette nouvelle manière de faire. Il y a une manière de faire ça qui est beaucoup plus sociale, où on va pas abandonner les gens, on va pas juste dire c'est de la faute des riches, brûlons-les, mangeons-les, et puis on va réussir à être écolo grâce à ça, c'est faux. Par contre, si on remet en question nos méthodes de production, nos méthodes d'accomplissement, en ce moment, je regarde beaucoup sur comment les normes comptables pourraient être réformées de telle manière à prendre en compte les dommages qui sont faits à l'environnement comme des dettes qu'on a, et le bien qu'on fait à l'environnement comme des gains. Et en fait, si on reformait notre manière de penser comme ça, le capitalisme ayant horreur des dettes s'attaquerait beaucoup plus, en fait, comme la bourse carbone un peu au Canada et au Québec. Un peu, là, disons rapidement. Là, c'est sur ce principe-là, que tout dommage fait à l'environnement est une dette, et donc, comme on n'aime pas les dettes, et on sait qu'on peut se faire du cash grâce aux dettes, eh bien, on va essayer de régler cette dette. Voilà. Donc bref, tout ça, ça m'a amené vers un processus de pensée que je vous conseille, parce que je suis pas forcément d'accord avec Pierre Rabhi sur tout ce qu'il dit, hein, c'est très de gauche, il y a beaucoup de trucs où je suis en mode... de gauche, oui et non, enfin il y a aussi des polémiques bof quoi qu'il a eu. Comment ça? Ouais, j'ai mis un vent. Ouais, celui qui vient de lire sa page Wikipédia. Oui, c'est ça, le gars sur... non, mais par exemple sur l'égalité homme-femme ou sur homosexualité, quoi, il est pas... Voilà, quoi. Non, moi je parle vraiment dans le côté environnemental. Oui, voilà. Oui, non, oui, après, non, oui, sur ça, oui, c'est très... Oui. Sur le côté environnemental, après, moi, je plébiscite pas le gars en particulier ou les affaires qu'il peut avoir ou quoi que ce soit, mais vraiment beaucoup plus sur son combat et tout le... c'est un livre qui t'a marqué, c'est pas l'auteur qui t'a marqué, on s'entend. Là. Exactement. Est-ce qu'on sépare l'œuvre de l'auteur? Oui. Moi qui viens de citer Harry Potter avec J.K. Rowling. Oui. Ouais, J.K. Rowling, honnêtement. Bon, c'est un autre sujet, mais... Bon.
Oui. Bref, tout ça pour dire que voilà, ça serait mon deuxième livre, moi, qui m'a réorienté vers le combat écologique. Que malheureusement, je ne travaille pas dedans pour l'instant, mais ça sera fait à terme. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, exactement. Ça se fera un jour. Très bien. Astro, ton côté Astro ? Moi, mon deuxième livre, je vais y aller plus dans ta vibe aussi. Bébé. Non, je sais pas, il n'y a pas Donne-moi ton cœur, ta vibe. Non, c'est pas ça. Bref, mon deuxième livre, c'est un livre que j'ai lu, je pense, vers 15-16 ans. Et c'est un livre qui est très politique et qui est un classique. Alors, c'est pas parce que j'ai lu que c'est forcément très bien. C'est Le Prince de le préciser. de Machiavel. Bah oui, non, ok, c'est quand même très bien. C'est bien, mais énorme disclaimer, c'est pas parce que vous l'avez lu que vous pouvez prétendre comprendre la politique. Les gens qui lisent souvent, tu sais... Tu es si hautain, mon Dieu. Non, mais c'est pas... Il gatekeep la politique. Mais tellement... Non, vraiment pas. J'ai le monopole de la connaissance politique. Alors, absolument pas. Mais c'est comme dire, j'ai lu Lord of the Rings, je comprends toute la fantaisie littéraire. Non, c'est pas parce que tu as lu une œuvre que tu peux comprendre l'entièreté d'un genre. Et souvent, Le Prince étant comme un livre très populaire, très accessible, qui a été surtraduit et retraduit pour le rendre aussi accessible, est une bonne porte d'entrée. Mais souvent, les gens ont tendance à s'arrêter à ça et de prendre des arguments ad hominem. Ta gueule. Non, mais je vais couper la porte, sinon tu vas vraiment trouver ça cool. Tu vois, je te ramène un souvenir. Une fois, on était en stream et il y avait quelqu'un qui avait lu Le Prince et qui faisait un petit peu un débat avec nous, mais il avait juste lu Le Prince dans sa vie. Oui. Puis on l'avait explosé, mais on était comme ok, donc c'était par rapport aux formes de violence dans la société, comme la société peut avoir une sorte de violence et tout. Il était comme oui, on peut utiliser la violence pour tel truc et tel truc. Puis c'est vrai, donc un peu, c'était juste pour ramener un peu le sujet, mais oui, des gens qui lisent Le Prince des fois pensent comprendre toute la politique et ça reste là en fait. Non, et après ça rapidement tu fais attends une minute là, c'est parce que c'est supposé être des lignes directrices pour quelqu'un qui est au pouvoir, pas pour un initié, pour un citoyen, un initié qui veut comprendre la politique. Il y a tout un contexte et tout, mais c'est un livre qui est très bien quand même en termes, au moins en termes d'introduction. C'est comme mais c'est pareil, en fait, pour moi, ne lire qu'un seul livre... C'est comme l'art de la guerre, t'es pas Napoléon. T'es pas un stratège, voilà, vraiment. Mais c'est exactement ça. Il y a des gens qui disent... Le gars, je vais attendre 2 fois, il fait bon, je comprends tout maintenant. Exactement, c'est bon, les gars. Amenez-moi Non, mais voilà, c'est ça. Et c'est comme si tu dis de la démocratie en Amérique, tu dis, bah c'est bon, je comprends la politique américaine. Je suis constitutionnaliste, c'est bon. Tu vois, c'est plus dans cette œuvre-là que souvent, comme c'est un livre très populaire, les gens peuvent avoir tendance à s'arrêter à ce livre-là. Ouais. C'est un très bon livre d'introduction, mais c'est un livre aussi qui a été écrit... 16e siècle, 15e siècle, je sais plus comment c'est qu'il y a. Pour les Médicis, là. À bord de gigantesques voiliers. D'ailleurs, si jamais ça peut intéresser quelqu'un, comme ça me permet de combler pendant que tu cherches. En livre audio, alors moi je pousse les livres audio à fond. Pourquoi ? Parce que y a des chiffres qui sont sortis, d'ailleurs, des chiffres du Québec qui sont sortis, qui sont assez intéressants sur à quel point la musique québécoise est streamée ou pas, et spoiler, non. Vraiment moins. Mais sur les livres audio, ce qui est très intéressant, c'est que la jeunesse est beaucoup plus intéressée à écouter un livre audio plutôt qu'à lire un livre papier aujourd'hui. Et le livre audio du Prince de Machiavel, est-ce que... Alors, je sais pas si ça va te parler, mais Coco, quand Astro, ça va lui parler. Il veut plus qu'on l'appelle Coco en non, oui, Coco, oui, non, je veux pas. Tu sais qui fait la lecture du livre audio ? Non. Michel Galabru. Incroyable. Et alors, l'écouter là-dessus en plus. Michel Galabru dans Les Gendarmes à Saint-Tropez. Ah oui, je sais. C'est pas Louis de Funès, c'est le chef du truc. C'est le chef. Et imaginez-le lire Le Prince de manière théâtrale et tout. Et c'est un homme de théâtre. Bah voilà, on parlait des acteurs de théâtre dans un ancien podcast. C'est exactement ça. Lui, il a fait beaucoup de théâtre. Et je peux vous dire que honnêtement, en fait, j'allais au boulot l'été, pendant des boulots d'été, là, enfin bref. Et j'avais 40 minutes de bagnole à faire tous les jours, aller 40 minutes retour. Je me suis mis ça à un moment, je me suis dit c'est quoi, pourquoi pas et tout. Maintenant je fais ça, je vais attaquer Tolstoï là bientôt, la guerre épée là, etc. Et j'aime beaucoup ça. Et quand j'ai vu que c'était Galabru, je me dis bon bah attends, c'est Le Prince et Galabru, let's go, 14 € le livre audio, c'est pas grave. C'est pas long hein, de toute façon, parce que c'est pas un gros livre, mais j'ai dû l'écouter 3 fois. Parce que c'était un tel plaisir, et puis quand tu as du plaisir, tu réécoutes les passages, puis comme tu le réécoutes, tu comprends mieux les moments, et ça, les locuteurs, non, je sais pas, les personnes qui font la lecture peuvent te donner la vie. Et ma prochaine recommandation, je l'ai découvert par livre audio d'abord,
ça t'ouvre de nouvelles portes en fait à la lecture, hein, honnêtement. Moi, je suis pas très réceptif à ça, mais je comprends parce que moi, mais il faudrait que j'essaye par exemple un livre comme ça que je connais voir, mais parce que je trouve que moi, je pars un peu trop, j'ai du mal à me concentrer. Genre, je vais pas retenir les idées. Tu peux prendre des notes, c'est ça qui est cool. C'est Ouais. quand tu lis, si tu dois prendre des notes en même temps, tu t'arrêtes. Là où quand la personne te parle, tu peux noter sur un calepin. Moi, je faisais ça en dans même le temps, métro. bah oui. J'avais mon petit calepin, mon petit Roda là, et du coup, tac, 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 tac. Ouais. C'était quand même assez cool. Non, c'est intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est le premier livre, je pense, qui m'a introduit à la politique et qui surtout a rendu à mes yeux la politique cool. Parce que du coup, ça faisait un peu en sorte, c'est la stratégie, c'est un jeu, c'est de la réflexion. Puis Machiavel, il aime bien parler en parabole, tu vois. Puis moi, c'était la première fois où c'est un très bon vulgarisateur aussi. Parce que moi, je retiendrai toujours l'image, elle est au début du livre, mais elle marque énormément quand il dit que pour être un bon dirigeant, il faut être à l'extérieur de la société, tu vois. Et ça, on peut en débattre énormément, mais il te donne l'image du peintre. Le peintre, quand il veut peindre la montagne, il est pas sur la montagne, il est dans la plaine. Et quand il veut peindre la plaine, il est dans la montagne. Donc tu ne peux pas exceller dans quelque chose dans laquelle tu as la tête dedans. Et souvent, on dit, faut pas réagir en crise, il faut prendre le temps de se poser, réagir et sortir de la crise pour réussir à faire quelque chose de bien, tu vois. Puis c'est un peu cette idée-là qui donne derrière, tu vois. Après, il y a des gens qui l'ont interprété en disant, justement, ça justifie par exemple la royauté, tu vois, cette idée-là. Parce que du coup, il faut pas qu'il fasse partie du peuple pour diriger le peuple. Quand est-ce qu'il écrivait ça aussi, hein, non, mais voilà, mais tu vois, mais c'est surinterprétation, mais ça marche encore. À Florence en 1500 quelque chose. Puis c'est un peu des leçons de vie aussi qu'il peut te donner par moment, parce qu'il te dit, voilà, dans la vie, il faut se fixer des objectifs et il faut toujours viser plus haut pour atteindre son objectif. Vous prenez un archer, l'archer, quand il vise pas tout droit pour atteindre la cible. Il va viser plus haut pour atteindre sa cible. Dans vos objectifs, vous devez faire pareil, tu vois. Il y a un peu des trucs comme ça et c'est bien. C'est des buzzwords, c'est des beaux, c'est des flashs, clac, clac. C'est ça, tout marche bien dans le livre. C'est vraiment intéressant. Et comme on parlait dans l'épisode sur la spiritualité, moi je me dis putain, il y a un mec qui a 700 ans, j'abuse, il y a 500 ans qui a écrit ça et je suis en mode ça marche de fou quoi, encore aujourd'hui, tu vois. Quelle intelligence. C'était qui? C'était Marc-Antoine ou Marc Aurèle qui a fait ses affaires de le livre là que... Les pensées pour moi, mais ouais, c'était le livre que tu à 2000 ans ça. Le livre que tu veux pas me passer. Là. Non, parce que je le garde pour moi. Ça se prête pas un livre. Je veux juste le lire. Non, mais au pire tu te l'achètes. C'est ça, je vais me l'acheter. Genre, mais offre-lui. Ou je pourrais te l'offrir, ouais. Si t'es sage. Mais donc voilà, je trouve que c'était un bon livre, c'est un bon truc d'introduction, c'est assez accessible. Et je l'avais pas choisi de le lire, on me l'a offert. Et j'avais trouvé ça vraiment très bon. Et je pensais avoir compris. Voilà, meilleur exemple, c'est comme les gens qui disent je comprends le cinéma quand ils ont vu 3 films de Tarantino, tu vois. Les gens qui pensent comprendre J'ai jamais vu un Tarantino de ma vie. Non mais les gens qui pensent comprendre la politique à partir de Machiavel, c'est pareil. On va faire un podcast sur Tarantino, je crois. Ah bah oui, 3 mecs blancs qui vont faire un podcast sur Tarantino, ça c'est révolutionnaire mon pote. C'est bien, tu veux faire Scorsese après? Oui, s'il vous plaît. Je pense que j'ai jamais vu non plus de Scorsese. Bah voilà. Genre, ouais, c'est nul comme idée. Enfin, non, c'est bien, mais ouais. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire. J'ai pas la référence de pourquoi c'est pas bien, mais oui. Parce que vraiment, tous les jeunes mecs de 15 ans pensent avoir découvert le cinéma quand ils ont regardé Pulp Fiction. Genre, ils sont en mode, mais le cinéma, tu comprends pas. Et après, ils passent à Fight Club. Tu vois, après, il y a Fight Club tout de suite qui vient après Pulp Fiction. Ils sont en mode, voilà, c'est ma personnalité maintenant, ok. Et après, quand je suis schizophrène maintenant. Après, t'as le film avec Christian Bale aussi. Oui, comment que ça s'appelle? American Psycho. American Psycho, voilà. Donc après ça, après ces 3 films-là, devient tueur en série. Voilà. Voilà. Cool, hein? Non, mais... This is America. Exactement. Donc voilà, donc ça pour dire que c'est un bon livre d'introduction, mais ça m'a donné le goût d'en apprendre plus, en fait. Comme toi, ça t'a donné un peu d'Aragon, là. Amos d'Aragon, oui. Amos d'Aragon, ça t'a donné un peu le goût de la fantaisie, de ces trucs-là, etc. Moi, ça m'a vraiment donné le goût de la politique. Et je l'ai lu quand même assez tard, genre j'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans. Il faut avoir une certaine maturité aussi. Ouais, et sinon, genre, tu fais juste le lire pour le lire, c'est pas... Et d'ailleurs, c'est un livre, pour vous dire que c'est tellement un livre de base que nous, quand on a fait nos études, on n'a quasiment jamais parlé de ce livre. Non, mais il faut aussi parler du fait qu'au Canada, par rapport à la France, dans nos études de sciences politiques, alors, on a 1 ou 2 ans d'écart, mais on a eu grosso modo les mêmes profs. On fait le même cursus. On ne m'a recommandé ou parlé d'aucun classique. De la démocratie en Amérique, il y avait 10 pages à lire. Ah non, aucun Voltaire. Ils nous ont fait aucun classique Hobbes,
tous ces Mais t'as suivi trucs-là. des cours de philosophie politique? Non, pas de philopole. Ouais, mais c'est peut-être pour ça nous, aussi, hein. on a fait beaucoup de philopole, moi et Astro. Mais le fait que je sois en études internationales et pas en Sciences Po, c'est sûr Ça que a déjà peut-être joué mais aussi, ouais. de C'est tous la les plus cours récente de la politique. littérature aussi qui est donnée en Ah, relation mais c'est internationale. que de la récente. Et moi, ça Ouais. m'a un peu saoulé parce que oui, c'était plus spécialisé sur ah bah regardez, tel exercice militaire a failli nous faire passer à côté de la fin du monde. Cool. Mais est-ce que je peux savoir aussi ce que c'est que la base de la science politique? M'expliquer un peu les. Et ça, bon, c'est un peu à Mais cause ça, de je pense Paul que Hill. c'est le défaut de ton truc. Hein. C'est De le quoi? défaut de ton programme. Parce que D'études nous, on l'a eu internationales, ouais. tout ça. Ouais, parce que. Ouais. Ouais, vraiment. Mais ça, c'est un peu dommage parce que oui, du coup, tu connais beaucoup plus de littérature scientifique actuelle et tu sais, Ouais. tu es dans la mouvance un peu et tout machin. Mais il y a ce manque de recul qui est un peu important. Et je pense que, tu sais, j'hésitais à recommander Victor Hugo, Les Misérables, qui pour moi a été le premier livre imposé par l'école où T'as bien aimé? j'ai adoré. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé à feuilleter, comme tout livre de l'école, j'étais vraiment fâché qu'on m'impose de lire un livre. Parce que je lisais de mon côté, je comprends l'utilité de le faire, mais là, ça me saoulait de le faire. Et je me rappelle aller dans la cuisine, mon père qui était super heureux que je lise Les Misérables. Je fais, oh, ça me saoule. Il me parle de Jean Valjean. Je sais pas qui c'est ce gars-là. Je suis sûr il sera zéro pertinent dans l'histoire. Et on m'oblige à lire le fait qu'il a une vie toute nulle et qu'il part en prison parce qu'il a volé un bout de pain, etc. Et que là, il a marché sur une pièce d'un enfant, etc. J'étais vraiment fâché, tu vois. Il m'a dit, mais attends un peu. Comme quand tu regardes une série, Ouais. tu recommandes BoJack Horseman à quelqu'un, il dit, ah, j'ai regardé 4 épisodes, c'est de la merde. Non, Non, finis au moins la fin de la saison 1 là, et après tu vas Continue. comprendre. Non, mais c'est ça pour toutes les séries. Non, mais là, vraiment fais-le parce que. qu'après Voilà. ça, c'est terminé, là, ça part. Bah, c'est ça, bah, comme Jean Valjean jusqu'à ce qu'il s'en aille du presbytère en volant toute la vaisselle, tu comprends pas l'intérêt de le suivre. T'es en mode, ok, je suis juste un malfrat qui fait ça. Et là, ok, là d'un coup, le héros se réveille, puis c'est pas juste lui le héros, c'est 6 personnes différentes qui ont 6 livres à part entière. Et comme moi, j'avais lu le petit là à l'époque, et c'est pas pour faire une recommandation de plus, mais c'est juste, t'as des classiques comme ça qui, je trouve, sont révélateurs à lire. Tu vois. Moi, j'ai eu pareil avec. T'es obligé de passer par ça pour t'ouvrir sur une porte que bah, peut-être une image de la société que tu avais à l'époque que tu n'auras pas dans un article de journal ou dans une série ou quoi que ce soit, quelque chose que oui, Victor Hugo écrit sur un truc qui est passé il y a 40-50 ans, mais il connaît ça parce que c'est comme si nous on écrit sur un truc qui a des années 80, on sait à peu près ce qui s'est passé, c'est pas super dur. Mais moi, j'ai eu pareil avec Molière. On m'a imposé de lire Les Fourberies de Scapin. Ouais. J'avais pas trouvé ça incroyable. Puis au fil de la lecture, j'avais vraiment aimé. Et après, j'ai lu tous les livres de Molière. Les éditions à 2 euros, là, Folio, machin, là, celles qui sont disponibles, qui sont vraiment pas chères. J'ai lu Le Malade imaginaire, Tartuffe. J'ai tout lu Molière et j'ai trouvé ça exceptionnel parce que ça s'inscrivait dans la société. Ça se moquait un peu des gens. Je trouvais que c'était un peu politique aussi. C'était à ce moment-là où je découvrais un peu ces trucs-là. Et j'avais trouvé ça très très bon et j'avais tout bouffé derrière. Et en plus, une pièce de théâtre, c'est facile à lire aussi. Ah, c'est génial. Et je pense que c'est ça qui m'a donné le goût du cinéma. Genre, je pense que vraiment, le fait que j'aime autant les scénarios et quand je fais souvent des critiques, c'est souvent sur les faiblesses de l'histoire et sur, tu sais, genre vraiment le scénario qui marche pas, etc. C'est principalement, je pense, parce que j'ai lu beaucoup de théâtre et du coup, ça me donne, ça me montre comment l'histoire elle est racontée, comment tu dois te l'imaginer, etc. Et ouais, non, je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça. Mais bon, comme le temps file, on va quand même passer sur la troisième et dernière recommandation, donc pas recommandation, livre que tu as marqué pour Radi. Avant, vu que vous avez fait un aparté, moi je vais dire aussi mon livre. Nous, on a tous un livre comme ça à l'école. Le pire, c'est que c'est celui qui avait le plus de livres qu'on a squeezé. Parce que vous avez tous, on a tous, je pense, un livre que à l'école on s'est fait obligatoire. Il faut que tu lises ce livre. Et moi, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. Ah ouais. Et qui est vraiment un bizarre livre de t'avoir fait lire ça. qui est vraiment en secondaire 5, on avait 17 ans. Ah oui, non. Donc ça allait vraiment et j'avais jamais eu vraiment de problème à lire les livres. Moi à l'école ça passait assez facilement, tu sais, j'ai une facilité à lire. Mais ce livre-là, j'ai vraiment fait genre il a l'air long, puis tu lis les premières choses, t'es comme mais c'est qui Grenouille, qu'est-ce qui fout là, puis trop bizarre comme histoire. C'est vraiment bizarre et ça part dans tous les sens, mais il va vraiment très loin et il se promène dans la ça se passe un peu en France, ça se passe en Italie. C'est un peu, puis c'est vraiment une espèce d'anti-héros où est-ce qu'il passe la déchéance après lui tout le temps, à chaque fois. Quand il part, le plus facile, c'est quand il part en Italie, il est sur le pont, où est-ce qu'il habite sur le pont, il réussit à voler les trucs de son maître, il part. Et après ça, le pont s'effondre et genre, le pont littéralement s'effondre sur lui-même quand il part. Genre, c'est comme concours de circonstances. Donc, en tout cas, c'est vraiment un super bon livre. Et la fin était comme, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment, c'est très cru comme livre aussi.
à faire lire à des jeunes et tu fais wow, ok, donc les gens peuvent écrire des trucs comme ça et ça passe dans le sens que c'est. Les gens sont pas tous gentils. C'est ça, là, il est vraiment bizarre, là, genre, pour avoir son parfum total, genre, il bute du monde, là. Il tue des gens là, pour avoir leur essence. T'es comme, mais qu'est-ce qui se passe en tout cas? Donc, mon livre que j'ai lu. C'est bien. Et après, t'as regardé Fight Club et après American Psycho et tu t'es dit, c'est bon. C'est bon. C'est un homme accompli. C'est bon, je suis un homme accompli. J'ai regardé Dexter après ça pour savoir comment tuer les gens. Tueur en série. Donc, mon dernier, c'est. J'ai pris une BD. Et c'est un album double parce que c'était un album double parce que c'est la même histoire, on va se le dire. Là. Si vous me dites non, bah ok. Est-ce que c'est Tintin? C'est Tintin, le secret de la licorne et le trésor de la licorne rouge parce que... Lequel? Attends, répète parce que là vous avez parlé en même temps puis personne n'a entendu. C'est le secret de la licorne et le trésor de Rackham le rouge. Excellent. Qui est selon moi, parce que c'est un double album, ma mère a tous les Tintins. On a la même édition en plus. Ouais, et c'est des doubles albums pour les histoires qui se suivent. Ouais. Et celle-là se suit extrêmement bien. On s'entend, c'est le Tintin qui rencontre le capitaine et qui... c'est dans cette... il le rencontre au crabe aux pinces d'or. Crabe aux pinces d'or, oui, c'est ça. Mais c'est là qu'on a la backstory. Ils développent leur histoire, On s'entend, le capitaine, avant ça... C'est pas un personnage secondaire d'une histoire, il devient vraiment... c'est le protagoniste principal, en fait. Oui, c'est ça. plus Tintin, là. Et il devient l'acolyte de Tintin après ça aussi, c'est ça qui est cool. Et il devient riche aussi. Il devient absolument riche avec Moulinsart. Avec fucking Moulinsart. Et avec Nestor aussi, en plus, en prime. Ah, cool. Nestor. Nestor, en plus, lui, il est traité pour crime de guerre. Il fait des trucs de fou au début. Puis après ça, quand il devient le majordome de... C'est vrai. Il fait super, maintenant je suis rendu ami. Mais genre, son allégeance change si vite. Il a juste besoin de savoir qui paye. Il tabasse Tintin à un moment. Ouais, quand il est dans la cave. Il l'enferme et tout. Il l'enferme dans la cave. Truc, après ils sont en mode ah, Nestor, mon bon vieux Nestor. Tiens, tu t'occupes bien de Milou. Puis lui en mode oui. Comme, si vous signez mon chèque à la fin du mois, oui, on va dire. Ah, c'est un mercenaire, vraiment. Un mercenaire. Donc, pour moi, j'adore les BD. Et ma mère, elle avait tous les Astérix et tous les Tintins. Et les Tintins, c'est les seules choses qui n'ont jamais bougé dans le temps. Dans le sens que Hergé a écrit ce qu'il avait écrit. Ça se voit que ça n'a pas bougé. Ouais. Et il n'y a plus rien qui est sorti. Et c'est bien. Et c'est très intemporel, je trouve, pour certaines choses. Et ben c'est super cool pour vrai, le secret de la licorne et le trésor de Rackham le rouge. C'est une chasse au trésor. Tu sais, au trésor et on revient dans le temps, on a les flashbacks de son ancêtre qui se bat contre Rackham le rouge. C'est une histoire de pirate en même temps. Et tu as vu la bande dessinée qui vient avec, enfin l'animé entre guillemets qui vient avec, j'imagine. De Spielberg. Non, le dessin animé. Ah oui, le dessin animé. Bah oui, le dessin animé qui est extraordinaire, oui. Qui met encore plus en valeur justement ces flashbacks là qui sont comme vraiment beaucoup plus. Et donc ça m'a vraiment ouvert. Admettons, quand j'étais plus jeune, je feuilletais les Tintins et c'est vraiment ce Tintin-là que j'ai vraiment fait. Ok, c'est vraiment bien une BD. Et après ça, j'ai appris à lire plein de BD aussi qui sortent de l'ordinateur, les Lucky Luke, les Bully Bill, un peu que, comme on disait tantôt, oui, c'est bien, mais des choses de science-fiction. C'est une série d'un... je sais pas s'il est français ou il est américain, parce que ça a été... Moi, je l'ai lisé en français. C'est les humains qui vont sur d'autres planètes, puis qui se rendent compte qu'il y a des espèces de monstres sur des autres planètes qui contrôlent la planète au complet. Ça s'appelle Bételgeuse et Aldébaran. Donc, c'est deux étoiles où est-ce qu'il y a supposé avoir des planètes. Et c'est vraiment pour adultes. Là. C'est vraiment... il y a de la nudité, il y a des morts violentes, il y a des trahisons. Et les enjeux sont très adultes. Et je pense que vraiment, Tintin, c'était vraiment ma porte d'entrée pour les BD. De dire vraiment, ce médium-là, c'est pas à cause que tu as des images que c'est pour les enfants. Vraiment. Et Tintin, c'est pas une BD pour les enfants, selon moi. Je trouve que oui, des fois, il y a un ressort comique que Milou sauve tout le monde à l'île Noire parce que le gorille a peur, il a peur de Milou. Je dis bon, ok, bon, ça c'est cute, puis tout ça, mais ça reste que c'est des enjeux qui sont quand même, on s'entend, Tintin au Picaros, c'est quand même un groupe terroriste qui veut prendre le contrôle d'un pays. C'est impressionnant, les Picaros. Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien quand j'étais enfant. Je crois que je l'ai pas compris. Je comprenais rien. Mais t'as les micros cachés dans les chambres. T'as tellement de trucs où tu lis aujourd'hui, t'es en mode wow. C'est parti très loin, Tintin, là. Ah ouais, non mais tu sais, t'as vraiment les trucs des soviétiques, là où dans la sonnette t'avais le micro. Après, ça annonçait la couleur. Le premier tome, c'était quand même Tintin chez les soviétiques. Le tout premier qu'il a fait. Il a toujours été très bon d'ailleurs. Tu sais, ils l'ont coloré là, ils ont fait des versions un petit peu pas finies mais plus modernes. Mais c'est vrai que moi c'était un des premiers que j'ai trouvé bien, genre lui et Sur la Lune. Avant j'ai trouvé tout hyper chiant là. Sur la Lune aussi c'est qui est un album les boules de cristal aussi. Ouais, moi il me faisait un peu peur. C'est ça.
des enjeux d'adultes dans Tintin. Exact. Et Tintin est quand même jeune aussi. Et bon, c'est sûr qu'il y a toujours aussi la fin est toujours le fun, mais tu le sais que ça peut vraiment mal se passer. Là. Tintin se fait assommer, endormir avec du chloroforme, pas du chloroforme, du chloroforme. Il y a une tentative d'assassinat à Chicago là. Oui, c'est vrai quand il lui tire dessus. C'est vrai quand il est avec Al Capone puis tout ça. Là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même le présenter, tu sais, avec une. Faut quand même. Moi, je trouve, tu sais, il y a eu tous les débats et les polémiques là aussi autour de Tintin. C'était excessif là. Non, mais il faut quand même le remettre dans son contexte. Moi, mais oui, voilà, c'est ça. Non, mais quitte à mettre une page d'abord. Mais voilà, moi, j'aimerais vraiment bien. Ça leur fait plaisir. Mais oui, voilà, moi, je suis vraiment en mode parce que c'est vrai que, tu sais, quand même dans celui au Congo, c'est très border quand même. Ouais, mais déjà celui au Congo, quand tu regardes, c'est pas vraiment le meilleur du tout. S'il est nul en plus. Deux. Pas bon. Oui, mais c'est comme celui aux Amériques. Tous ceux qui sont très critiqués l'image, pour le racisme, ça reste que sont pas des bons. Hein, quand le chien est plus intelligent que les êtres humains, quoi. Tu fais boire quand bien même. Sûr. Dans l'histoire, c'est quand même vraiment pas bien, tu vois. Il y a des tomes, faudrait les remettre dans leur contexte quand même, et ça n'empêche que il y en a certains qui sont quand même très bons. Ouais. Notamment, c'est tous ceux effectivement qui ne sont pas en rapport avec le temps. Mais comme le secret de la licorne et tout ça. Oui, voilà, tous ceux qui sont des enquêtes en fait. Qui sont juste incroyables. Genre, on a marché sur la Lune, c'est incroyable. C'est par rapport à la course à la Lune, c'est sorti en plus avant. Oui, parce qu'en plus, dans celui sur la Lune, même les ennemis de l'époque deviennent des alliés, puisque le soviétique. Ils sont pris sur eux, puis ils vont manquer d'art. Ils se suicident pour les sauver, donc c'est quand même une belle histoire. Bref. Tout ça pour dire que. Non, c'était juste pour remettre du contexte, pour éviter qu'on se fasse détruire sur internet aussi, qu'on est conscient des biais que je les attends, les gars. Oui. Et alors, toi, ils savent que je suis de droite déjà, je suis déjà cancel. Ton troisième et dernier livre. Je suis de droite, donc je suis cancel. Exactement. Moi, mon troisième livre, bah, évidemment, je pense que tu l'attends. Yuval Noah Harari, Sapiens. C'est pour ça que j'en ai pris 4, parce que j'avais Sapiens dans la liste aussi. Et je savais que tu allais le dire. Et du coup, j'en ai un backup pour aussi. Mais je suis 100% d'accord avec tout ce que tu vas dire là. Sapiens, Homo Deus, 21 leçons pour le 21e siècle. Ça, c'est 3 livres différents, mais oui. Oui. Non, mais disons que c'est un peu une trilogie, mais c'est pas vraiment une trilogie. Sapiens et Homo Deus se répondent. Sapiens, il démarre vraiment du début de Sapiens, donc pas de Sapiens, de Sapiens, où c'est pas une étude anthropologique, ça se veut même pas scientifique, ça se veut, mais il y a des sources quand même. Il y a énormément de sources. Il y a beaucoup de sources. Plus de sources que sur TikTok, par exemple. Contextualisation historique, peut-être un peu. En fait, de manière générale, donc c'est sorti. Moi, je l'ai pas lu, puis peut-être faudrait que je le lise. C'est sorti il y a 5-6 ans, puis c'est vraiment incroyable. Bon, il y a toujours des anthropologues qui vont dire cadeau de Noël pour moi. Je te l'offrirai moi celui-là. C'est telle théorie, elle a été remise en cause il y a pas longtemps, etc. Voilà. Mais c'est pas un article scientifique. C'est comme Tintin, quand tu le lis, il faut que tu te dises ce livre-là a été écrit en 2015, il avait ces théories-là à l'époque. Tu sais, c'est comme si tu lis Darwin aussi. Je veux dire, il faut la science, ce qu'elle peut produire de réflexion, ça peut donner ça. Et je valide pas du tout Darwin. Je dis juste que à des moments, c'est intéressant de voir c'est quoi ce qu'on pense sur comment l'être humain est arrivé, comment on est arrivé dans notre société aujourd'hui. Le but de la science n'est pas d'avoir une finalité, c'est supposé être une évolution constante. Donc c'est sûr que Darwin, il y a des trucs dans sa théorie d'évolution qui font pas de sens. C'est pas grave. Donc il faut juste lire Sapiens avec l'idée que c'est un peu figé dans le temps parce que le livre n'est pas tenu à jour. Comme n'importe quel livre politique, comme Le Prince aussi. Ne prenez pas, s'il vous plaît, Le Prince au pied d'alerte, s'il vous plaît, les amis. C'est de la science dans le sens que c'est toutes les réflexions, tout ce qu'on peut amener, tous les événements, toutes les évolutions qui nous ont amenés aujourd'hui, probablement, à notre être humain. J'étais en train de penser à ça, mais ça prend beaucoup la place. Son fucking livre. L'être humain, quoi. Donc, pour le présenter de manière absolument comme ça n'a pas été fait. À l'être humain occidental. C'est ça, c'est comme Astro a dit. Le principe, c'est le fait de repartir sur les bases et d'expliquer la situation actuelle de capitalisme néolibéral. Et il va passer à travers plusieurs révolutions. Pas juste la révolution industrielle, il parle de la révolution agraire. Il parle de la révolution cognitive qui est justement l'étape où on est passé à plus. Voilà, sapiens, oui. C'est ça. Et donc, l'intérêt est de repartir des bases sur quelque chose qui ne va pas être politique parce que c'est beaucoup plus anthropologique, en fait. Tu vas établir comment les sociétés sont établies, quel est l'intérêt de s'unir en tant que société, quel est l'intérêt d'une nation, quel est l'intérêt d'un État, d'une cité-État.
Pourquoi on a choisi le blé, par exemple? Voilà, comment le blé nous a domestiqués, plus précisément. Comment le blé nous a peut-être baisé la gueule, mais genre pourquoi on bouffe du blé aujourd'hui, tu vois? Pourquoi il y en a partout? Pourquoi on a fait les champs? Mais pourquoi il y avait des paysans? Pourquoi on est tombé dans des sociétés paysannes? C'est ça. Alors que avant ça, alors qu'on vivait de chassette-cueillette et c'était très bien. Et c'est ça, et même des sociétés ont grandi, même des empires se sont faits sans le blé. Genre comment on en est rendu à être autant à ce point-là et encore aujourd'hui, tu vois? Et il t'explique de manière un peu, mais tu sais, c'est un peu plus pour te gâcheter, que le blé nous a domestiqués parce qu'au final, on est devenu dépendant de quelque chose qui nous a assuré une certaine stabilité, une certaine sécurité, une capacité de aussi met en valeur pourquoi l'Égypte, le fait que ce soit le grenier de l'humanité, le grenier, etc., de pouvoir conserver cette nourriture plus longtemps que tu le ferais sur de la viande, sur du poisson, sur des choses comme ça t'a apporté des changements en fait en termes d'habitude de civilisation. Et il avance vers la révolution industrielle, après dans le même livre, vers la révolution industrielle sur toute la montée de l'impérialisme et du capitalisme, l'intérêt des colonies en fait, et il y va de manière très, très franche sur pourquoi les colonies, et de leur côté pourquoi pas être colonisés, et pourquoi c'était mauvais, pourquoi c'était pas bon, mais dans le sens que c'est juste un état de fait qui s'est mis en place. Il enlève le jugement généralement qu'on peut avoir sur toutes ces choses-là et il t'apporte plus l'effet historique de en fait tout est rationnel en fait, tout est rationalisé dans cette histoire. Exactement. Et effectivement sur les colonies, il va dire il y a une raison pour laquelle elles ont eu lieu, il y a une raison pour laquelle elles se sont défaites, il y a une raison pour laquelle on porte un jugement moral sur ça aujourd'hui, il y a des raisons pour tout, tu vois, et tout nous a amené à tout. On n'est pas figé dans le temps en ce moment, on est le produit de ce qu'on était avant aussi. Voilà. Et on peut pas dire... Et on le changera pas de toute façon, qu'importe notre lecture des événements. Et sans jamais le justifier ni le soutenir, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi je trouve ça assez difficile de savoir ce qu'il pense lui l'auteur. Ce qui est souvent le cas parce que... Harari, il est là où il n'est pas honnête, par contre, c'est qu'il n'a pas vraiment écrit tout seul son livre. Il s'est basé sur énormément de gens. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce livre-là, et c'est pour ça qu'on a un peu cette idée-là que c'est pas lui qui l'a écrit, entre guillemets. Enfin, je trouve que ça sonne comme un livre où il y a plusieurs auteurs. Et c'est lui qui a dirigé l'œuvre, tu vois, plus. Mais tu sais, c'est ça qui est très intéressant. Et même des trucs horribles. Pourquoi les génocides? Pourquoi on en arrive à ça? Enfin, tout est expliqué, tout est compris. Pourquoi des empires? Logiquement, un empire ne devrait pas avoir lieu, par exemple. Pourquoi on s'est tous mis d'accord à des moments pour dire ouais, l'empire. Et pourquoi l'intérêt en fait d'une monnaie en fait à la fin. Et il arrive justement sur le crédit, sur le capitalisme, sur tout l'intérêt de. Pourquoi aujourd'hui on est plus à même de vivre avec de l'argent qui nous appartient pas et qui n'existe pas. Et qui n'existe pas. Voilà. Et pourquoi la paix? Pourquoi on n'arrête pas de parler des conflits alors que mathématiquement il y a moins de morts ça il l'ouvre chaque année. Sur ça. Ouais. C'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, il y a moins de morts qu'il y en avait il y a 500 ans. Même avec toutes les guerres qu'on voit, toutes les voilà, etc. Et par contre, on regarde au niveau civil, au niveau guerre civile, au niveau insécurité, insécurité dans la rue, terrorisme, etc. Et le sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'insécurité, lui, par contre, est beaucoup plus grand. Donc on est moins en guerre, mais au sein des États, on est beaucoup plus violent. Et tu sais, quand tu dresses ce portrait, déjà, t'es un peu subversif parce que c'est difficile de voir la société sous ce prisme-là. De dire, mais arrêtez de regarder ailleurs, concentrons-nous un petit peu sur à quel point là, entre nous, déjà, il faudrait qu'on réussisse à établir un processus de paix et qu'on fasse notre propre examen de conscience au lieu de donner des leçons de morale à l'étranger. Oui, mais à quel point nous, on vit bien, à quel point on laisse pas des gens comme ça tout seuls, sans rien. Et il ouvre le deuxième livre justement là-dessus et sur le futur aussi. Il parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle a beaucoup évolué depuis. Donc, évidemment, encore une fois, c'est un livre, donc c'est pas tenu à jour. Mais justement, pourquoi la peur, en fait, d'être remplacé par une intelligence artificielle? Pourquoi, au final, le fait d'avoir peur, c'est déjà une preuve de faiblesse qui devrait nous amener à faire mieux? Et non pas à juste essayer de tirer la couverture à nous, dire « Ah, c'est pas bien l'intelligence artificielle, etc. » Voir d'avance où seront les failles, où seront les choses qui seront pas bonnes, pour que, on s'y attelle, en fait. On fasse en sorte de dire, ok, on va devoir changer nos méthodes de faire. Dans chaque révolution, parce qu'il chapitre vraiment ça sous forme de révolution, on a été obligé de changer nos méthodes de faire. On va faire en sorte que cette révolution se passe au mieux parce que le secteur tertiaire n'a pas été impacté par les deux autres révolutions. Il va l'être par celui-ci. Donc, il va falloir s'adapter comme les agriculteurs se sont adaptés, comme les industriels se sont adaptés. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'opinion-là parce qu'à la fin, tu vois, quand il se base sur Homo Deus, il part quand même sur une opinion. Et parce que là, il donne plus un avis dans Homo Deus. Exactement. C'est quasiment des symptômes en fait qu'il a envie de traiter.
Et dans 21 leçons pour le 21e siècle, là, on est carrément sur un constat. On est dans une crise migratoire, on est dans une crise environnementale, écologique, on est dans une crise, c'est ça, écologique. Et au final, on doit réussir à mettre en place des structures systémiques qui vont nous permettre de nous atteler à ça, en plus de responsabilités individuelles. Et ce gars-là est incroyable. Et tu vois, ce livre, je l'ai découvert d'abord en audiobook. Ah ouais, ça se lit bien en audiobook? Incroyable. Parce qu'avec tous les chiffres et tout qu'ils donnent et tout, ça, moi, des fois, je me dis que ça peut être difficile à traiter comme information. C'est ce que je te disais, je prends des notes sur mon petit calepin. Et à la base, je l'écoutais avec ma maman dans la voiture. Pareil, pour aller au boulot, des choses comme ça. Et par tranche de 40 minutes, qui faisait à peu près un épisode de... C'est plus ou moins par chapitre qui te découpe ça et tout. Je viens de voir là sur Google, c'est Philippe Saulier, le narrateur. Et moi, pour moi, un audiobook dépend de son narrateur. C'est un mauvais narrateur, c'est mort. Et chaque personne aura son narrateur parce que chaque personne a sa manière de lire. Et Philippe Saulier fait un travail mais phénoménal. Il incarne le texte à un point tel qu'au début, je croyais que c'était l'auteur qui parlait. Ok. Parce que tu sais, il parle beaucoup au jeu, l'auteur. Et donc, je me disais, mince, mais en fait, c'est l'auteur qui nous parle. Et non, il connaît tellement bien ou il le lit si bien que finalement, il n'y a pas de pause. Donc, c'est quasiment lui qui te fait qui te fait un échange. Tu vois, et tu as l'impression qu'il te parle. Et ouais, je pense que lui, ça serait ma troisième recommandation. Le livre marquant que j'ai eu, qui m'a totalement changé. J'étais au début de mes études, en plus, en études internationales. Et quand tu es dans un profil, en plus, études internationales, où tout à fait. il parle d'histoire, il parle d'économie, il parle de politique, il parle de société, ça vient te matrixer totalement la tête, où tu es en mode, en fait, c'est là-dedans qu'il faut Non, puis même, il prend un prisme vraiment... En fait, il prend le prisme de l'humanité, genre, je trouve. Il est très... Mais il est holistique, en fait. Il essaie de passer à travers tous les aspects. Donc, non. Non mais voilà, mais je l'avais mis moi aussi, mais du coup j'en avais prévu un autre et c'est un livre que j'ai lu relativement récemment, puis ça sera le dernier, puis bien évidemment dans cet épisode il n'y aura pas de recommandations, les recommandations c'est les 3 livres qu'on vient de donner. Je l'ai lu récemment, je l'ai lu cette année même, c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est un livre de science-fiction qui a été écrit dans les années 50 et en fait je pense que tout le monde connaît le principe parce que c'est un peu comme 1984, ça a été très repris par la suite. Et en fait, c'est une société où on a complètement masterisé, on a complètement dominé le fait d'avoir des enfants. Et donc, tous les enfants sont faits dans des laboratoires. Et tous les enfants sont conditionnés pour faire quelque chose de leur société. Donc, ça reprend l'idée de la République de Platon. Ouais, mais de l'eugénisme qui est accepté par la société de base et qui, en fait... C'est là où c'est très problématique, c'est qu'il n'est pas péjoratif, puisque en fait, tu es conditionné dès ta naissance à être heureux dans ta condition. Par exemple, il y a les alphas, les bêtas et les... je sais plus comment on dit, là, la dernière catégorie. Par exemple, les bêtas, on leur répète parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, au fil de la science, etc., que si on répétait 16 000 fois à un certain cycle dans ta naissance, quand tu es encore un fœtus, etc., tu allais l'intégrer, en fait, dans ta tête, cette idée-là. Et donc, on leur dit... Qu'est-ce que je suis heureux d'être un bêta? J'ai pas les responsabilités de l'alpha, mais je suis mieux loti que le dernier. Et donc tu remets jamais en cause ta caste ni aucune de ta condition. Et en fait, c'est une société où c'est encore plus intéressant de le lire aujourd'hui avec tout le jugement qu'on peut avoir, etc. Parce que les gens sont fondamentalement hyper heureux dans ce truc-là. Et l'idée de contrôler les naissances et de pouvoir choisir comment on ferait, etc. pour maximiser la société. Et en fait, il n'y a personne qui est vieux dans ce monde-là. Parce que tout le monde choisit, entre guillemets, de mourir à 80 ans, mais en restant jeune, en fait. Genre, tu sais, ils ont tout l'ADN, ils l'ont maîtrisé de A à Z, tu vois. Et c'est vraiment très intéressant parce que le livre, il a été écrit il y a 80 ans. Et moi, il m'a frappé de sa lucidité. Intéressant, ça. Et ce qui est très glauque, c'est qu'il fait une petite aparté au début où il dit « Le monde risque de devenir quelque chose d'incroyable si on s'explose pas tous en miettes. » Et il fait référence très clairement à l'arme nucléaire en disant ça, parce que du coup, l'arme nucléaire venait d'exister et les Russes venaient de l'avoir, et donc ils étaient en mode voilà. Et c'est marrant parce que moi, je l'ai lu dans le paradigme où la menace nucléaire est revenue sur le devant de la scène comme ça n'était plus le cas depuis 40 ans, tu vois. Et il te montre vraiment la gestion des essences. Et tu suis l'histoire de quelqu'un qui qui se sent pas à sa place dans sa caste. Et tu suis les trucs, etc. Et voilà, je veux pas en dire trop, mais c'est vraiment bien.
Et autre point intéressant aussi, c'est que pour un livre qui a été écrit dans les années 50, comme il n'y a plus de notions, il n'y a plus d'enfants à proprement parler, parce qu'ils sont tous développés en laboratoire par des ingénieurs, etc., par des scientifiques. Le sexe est purement du plaisir. Et donc, le mariage n'existe plus. Et l'idée, en fait, de tout le monde est très en mode... en fait, tout le monde couche avec tout le monde. Mais c'est très normalisé. Et moi, je me dis, putain, en 1953, je crois qu'il a été écrit le livre. C'est fou c'est assez impressionnant, d'avancer ça. Et le personnage parler de ce livre. Qu'on suit ce truc-là, c'est une meuf. Donc, dans les années 50, il nous présente une fille qui est ultra libérée sexuellement, qui couche avec tout le monde, etc. Et tout le monde est normal. Il n'y a pas de slut-shaming, ça n'existe pas dans cette société, etc. Et je me dis, putain, la puissance du livre, genre... Tu vois, des fois, quand tu vois les mouvements woke un peu, ou même les mouvements conservateurs et tout, putain, des fois, moi, je me dis, on fait juste une grande boucle, les gars. On s'est déjà posé les questions, on oublie les réponses et on recommence depuis le début à se reposer les mêmes trucs parce que vraiment, ce livre-là, c'est impressionnant et c'est un livre très court. Il fait peut-être même pas 200 pages. Ah ouais. Et c'est une leçon et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que justement, pour moi, c'est le meilleur type de livre. C'est que c'est de la science-fiction, donc tout est faux, mais tout te pousse à réfléchir par rapport à ta condition d'être humain aujourd'hui. Et 1984, c'est un livre qui a été survendu et que personne n'a lu. D'ailleurs, je pense que tout le monde utilise. Je l'ai lu dans mes cours d'anglais à l'Université de Montréal. Le degré... Ah ouais, c'est cool. Oh, ça, c'est cool. Je l'avais jamais lu du coup. Mais tu sais, il y a plein d'autres qui citent sans l'avoir lu, tu vois. Moi, c'est ça, genre au congrès américain, ils citent à peu près 800 fois par jour. J'aimerais savoir le nombre de représentants et de sénateurs qui ont lu ce livre-là. Puis finalement, et c'est bien ou pas? Alors, lui, pour le coup, je l'ai eu en livre audio plus en livre physique parce que il fallait que je fasse des annotations pour le cours et tout. Waouh, incroyable. Non, mais je l'ai en plus, je pourrais le lire. Mais en plus, je sais pas comment, mais je sais pas pourquoi, mais je m'imaginais Montréal. En fait, vraiment, mais il a réussi à. J'ai mis Montréal. Je visualisais ce qui se passait. Dans son prise d'analyse puis d'histoire, t'avais Montréal en tête. Et j'ai pas vu le film parce que je voulais pas du coup me niquer pour le cours parce que la prof. Oui, il y a un film apparemment. La prof nous disait vraiment regardez pas le film, non pas parce que je veux pas que vous trichiez, mais parce que je vais avoir besoin que vous fassiez quelque chose par rapport au livre que je sais qui est pas présent dans le film, donc ça sert à rien. Et je me suis dit joue la réglo pour une fois dans ta scolarité, lis le livre vraiment, écoute le livre audio en plus, c'est dans le métro et tout, comme ça t'avances plus vite. Et impressionnant, tu peux tellement transposer n'importe quelle ville dans ta tête parce que t'es dans un livre, donc tu transposes ça comme tu veux, mais tu vois le ministère de la raison, des choses comme ça, et tu le vois passer devant, puis moi, je m'imagine, tu sais, le grand bâtiment d'Environnement Canada, là, dans le Vieux-Montréal, qui est énorme, qui est avec des grosses colonnes et tout, machin, puis ils répondent totalement aux critères de ce que c'est, puis en même temps, tu as des bâtiments dans Montréal qui sont très gris, genre, tu as l'impression qu'ils ont coulé une dalle de béton de 30 mètres d'eau, ils ont fait, voilà, c'est droit, c'est un mur. Voici building. Voilà. Donc, non, vraiment, pour le coup... c'est un bon livre. Non, mais c'est très bien. De l'idéologie. Justement, moi, je trouve que ces littératures-là sont les plus intéressantes parce que c'est comme un peu les Fables de La Fontaine ou ces trucs-là, c'est le même ressort. C'est je te raconte un truc fictif, mais pour te faire réfléchir sur ta condition actuelle. Ça, ouais. Et c'est très politique, c'est très sociologique, c'est très tout ça. Et je trouve que c'est pas chiant à lire du coup parce que c'est enrobé d'une histoire et c'est vraiment très très bon. Et moi, c'est marrant parce que ma mère l'a lu, mais dans les années 80, quand elle était au lycée. Et du coup, fin des années 70. Oui, mes parents sont vieux, moi. Oui, c'est ça. Et du coup, on a parlé, puis elle me disait « Ah, mais je pense pas que le livre, il marche aussi bien que quand moi, je l'ai lu. » Et genre, on en a parlé, et en fait, il marchait aussi bien pour moi que pour elle, tu vois. Et je trouvais ça très, très bon. Donc voilà. Radit, tu nous fais... Ça va? Parce que tu regardes dans le vide depuis je sais pas, je suis un peu fatigué, désolé. Mais non, pour vrai, c'est des super recommandations que... De toute façon, on va clore, donc on va te libérer, tu vas pouvoir partir. Ne t'inquiète pas. JPP. Donc c'est ça, donc après, je pense qu'on va faire d'autres séries sur les films et sur les séries télé, je pense au moins. Et sur les jeux vidéo. Sur les jeux vidéo aussi, ouais. Moi, j'avais pensé pour parce que toi, moi, j'ai beaucoup de jeux vidéo qui m'ont marqué. Là, lui, pour faire une partie 2 pour Pidou, là. On va faire une partie 2 pour Non, on fait une partie 1 pour chaque. C'est pour ça que je veux pas qu'on fasse de partie 2, parce que je veux qu'on fasse les autres types d'œuvres. Donc films, séries, jeux vidéo, effectivement. Et on verra après si on fait une partie 2. Parce que livres, moi je pense jeux vidéo, j'aurais un peu moins de choses à dire, mais j'en ai quand même quelques-uns, tu vois, mais c'est quand même intéressant. Mais tu vois, moi, le parcours narratif de certains jeux m'ont tellement renversé là. Donc
Donc voilà, donc écoutez, c'était des bières et débats. Je pense moi j'ai bien aimé en tout cas cet épisode. J'ai adoré, toi t'as un peu moins aimé ta bière, moi j'ai adoré la mienne. Dégueulasse, je suis désolé, mais vraiment elle était vraiment pas très bonne. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quel type de houblon vous êtes. Exactement, ouais, ça, on a oublié ça. Puis suivez-nous sur tous les réseaux, etc. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Et puis Radi fait des super shorts, il fait des super, allez vous faire des super montages. Tu utilises quoi comme logiciel de montage? Écoute, je veux pas pour faire les sous-titres, juste les sous-titres. Parce que je veux pas commencer à faire. Je veux pas du name dropping là, honnêtement. Je veux pas faire de name dropping. Pour vrai, c'est un peu genre j'utilise mes trucs, j'utilise en plus c'est une petite boîte qui fait ça. Je veux pas en parler tout de suite. Avec une IA et tout, mais c'est comme voilà. On en parlera la prochaine fois. On va bien te faire foutre. Allez, passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous écoutez ça. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Et c'était des bières et débats. On vous aime, on vous respecte, on vous embrasse. Ciao. Bye. Bisous.